Bonjour à tous, membres, amis et partenaires de l'Association française pour les Nations Unies. Je suis le général de division, deuxième section Thierry Lion, membre du conseil d'administration de l'association. J'ai eu l'honneur de servir comme conseiller militaire de la représentation permanente de la France à l'ONU à New York de 2016 à 2019 et j'ai occupé le poste de commandant adjoint de la force de la MONUSCO en République démocratique du Congo de 2019 à 2021. C'est donc en qualité d'ancien casque bleu que je m'adresse à vous à l'occasion de la 75e journée internationale des casques bleus. Alors tout d'abord, pourquoi le 29 mai? C'est à cette date, en 1948, que la première mission de maintien de la paix, l'Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve, l'ONUST, a commencé ses opérations en Palestine. Aujourd'hui, nous rendons donc hommage au professionnalisme, au dévouement et au courage de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont servi dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Et nous honorons la mémoire de ceux et de celles qui ont sacrifié leur vie à la cause de la paix. Depuis la première mission de maintien de la paix a été organisée en 1948, plus de 3800 militaires, agents de police et civils ont perdu la vie au service de la cause de la paix. Alors, qui sont ces casques bleus? Ils viennent de tous les horizons, de cultures différentes et d'un nombre croissant d'États membres. Aujourd'hui, on peut compter 121 pays contributeurs de troupes et de police. Les plus importants contingents proviennent du Bangladesh, du Népal, d'Inde, du Rwanda, du Pakistan, du Ghana, d'Indonésie, Égypte, Sénégal. Bref, pour ne citer que les plus importants de l'ensemble du monde. En dépit de leur pays d'origine, lorsqu'ils servent la cause des Nations Unies, ils sont unis par l'engagement à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité dans le monde. Ils partagent donc un seul objectif, qui est celui de protéger les plus vulnérables et de fournir un soutien aux pays en transition de la guerre vers la paix. Les casques bleus sont des civils, des militaires, des policiers qui travaillent ensemble. Leurs rôles et responsabilités évoluent à mesure que les missions de maintien de la paix deviennent plus complexes et donc multidimensionnelles. Simple contrôle du respect de cessez-le-feu à l'origine, les opérations de maintien de la paix ont évolué pour comprendre maintenant la protection des civils, le désarmement des ex-combattants, la défense de des droits fondamentaux, la promotion de l'état de droit, le soutien aux élections libres et justes, la lutte contre les mines terrestres et bien plus encore. Alors, combien sont-ils? Bien, aujourd'hui, on compte environ 100 000 casques bleus, dont environ 87 000 sont en uniforme. Le nombre de personnels en uniforme est en progression constante, puisqu'aujourd'hui, globalement, nous comptons 8% de femmes dans nos rangs. Il convient de noter que dans les états-majors, elles occupent 30% des postes, alors que dans les unités militaires dites de combat, elles n'atteignent que 5%. Et ils sont déployés où? Ils sont déployés à travers le monde dans 12 opérations de maintien de la paix qui sont encore aujourd'hui actives. Et ce, pour un budget d'environ 6,6 milliards de dollars, ce qui, vous en conviendrez, est fort peu quand on connaît le prix des opérations militaires globalement. Alors la France, quant à elle, elle est le 6e contributeur financier et occupe la 31e place des contributeurs de troupes. Alors au-delà du nombre, qui sont-ils et qu'exige-t-on d'eux? Alors tout d'abord, l'ONU attend de tous les membres du personnel des missions de paix qu'ils se conforment aux normes de comportement les plus strictes et qu'ils se conduisent à tout moment de façon professionnelle et disciplinée. Une formation spéciale est nécessaire pour veiller à ce que les membres du personnel des Nations Unies soient dotés des connaissances, des compétences et des attitudes requises pour s'acquitter de leurs diverses tâches et se préparer à des situations particulièrement difficiles. Il existe plusieurs types de formations requises, depuis le pré-déploiement, qui couvre les principes fondamentaux, les directives et les politiques des Nations Unies, jusqu'à des formations bien plus ciblées à des problèmes spécifiques tels que l'exploitation et les atteintes sexuelles. Ces formations établissent des normes pour le personnel, des missions de maintien de la paix et guident le personnel dans l'exécution de tâches essentielles pour aider les pays dans lesquels ils travaillent.
J'aimerais aujourd'hui témoigner de mon passage à New York dans un premier temps, puis au sein d'une mission multidimensionnelle en République démocratique du Congo. À New York, j'aimerais tout d'abord rendre hommage à celles et ceux qui, au sein du département des opérations de paix, écrivent les règlements, les doctrines d'emploi des unités, élaborent les planifications de déploiement, mais aussi à celles et ceux du département d'appui des missions qui s'assurent des moyens de leur mise en place, des budgets, des technologies nouvelles, etc. Ce travail est déterminant. En effet, à quoi sert de déployer des missions sur le terrain qui n'est pas une compréhension commune de la mission qui leur est assignée? Il faut leur fournir un langage commun, c'est la doctrine d'emploi. Il faut leur donner des standards en termes d'objectifs de formation, des procédures de dialogue, de compte rendu, etc. C'est un gage de performance. De même, à quoi bon déployer des unités sous-équipées? Comment déployer à des milliers de kilomètres des équipements et les faire arriver à bon port? Fournir des éléments de protection balistique à l'ensemble des contingents pour assurer à toutes et à tous le même niveau de protection sur le terrain, et ce, quel que soit le pays dans lequel on arrive, d'où l'on vient, pardon. Sur le terrain, pendant ces 2 années, j'ai pu constater les résultats de ces travaux. La force militaire de la MONUSCO, où j'ai eu l'honneur de servir, est composée de 14 000 soldats et officiers d'état-major qui proviennent de 40 pays. Sans un travail en amont de préparation, de formation, de prérequis, il aurait été impossible de concevoir certaines opérations de protection des civils en particulier, d'escorte de convois, qui mettaient sur le terrain à la fois des moyens aériens, terrestres, venant d'unités de contingents différents. Tout cela nécessite un excellent niveau de coordination entre les unités qui ne parlent pas la même langue. J'ai également pu constater en 2 ans l'arrivée de moyens de renseignement supplémentaires, comme les drones, des unités d'écoute mis à disposition de la mission, et qui ont permis un vrai accroissement des capacités opérationnelles. Et là encore, cet apport de nouvelles technologies est vraiment un plus pour certains pays qui ont pour la première fois un accès à ces nouvelles technologies. Je garde à l'esprit également le dévouement de nos casques bleus, totalement investis dans leur mission, ne comptant pas les heures à patrouiller de jour comme de nuit dans des endroits complètement isolés, ce pendant de longs mois, dans des conditions parfois précaires, pendant plusieurs semaines après une intervention d'urgence dans une zone infestée par des groupes armés. Et en dépit de la barrière de la langue, j'ai vu des chefs de contingent déployer une énergie exemplaire pour essayer de comprendre l'environnement, de comprendre les problèmes auxquels ils faisaient face et d'expliquer leur mission sans arrêt aux populations. À cet égard, l'apport d'équipes féminines a été un plus pour pouvoir atteindre et communiquer avec les femmes, qui sont souvent les premières victimes des conflits locaux. Je pense en particulier en Ituri et dans les Kivu. Dans le domaine de la combinaison des actions entre les composantes civiles, qu'elles soient politiques, humanitaires, logistiques, droits de l'homme, et les composantes police et militaires, là, je peux aussi témoigner de la prise en compte et des efforts par le leadership pour lutter contre le travail en tuyau d'orgue. À titre d'exemple, nos opérations militaires étaient préparées avec les équipes civiles, politiques, droits de l'homme, protection de l'enfance, afin de s'assurer de la bonne compréhension des objectifs, de la prise en compte des impératifs et des contraintes de chacun des acteurs. Vous dire que tout était facile, ce serait mentir, mais d'énormes progrès ont été faits en la matière. Et c'est indispensable, car nous sommes tous déployés sur le même terrain avec des objectifs qui sont communs, avec des modes d'action certes différents, mais qui restent définitivement complémentaires. De plus, il ne faut pas oublier que, vu des autorités locales, vu de la population, nous ne sommes qu'une seule entité. Nous sommes tous des casques bleus appartenant à la même mission. Mais alors, me direz-vous, quid en termes de performance dites souvent relatives ou souvent décriées? Pourquoi reste-t-on aussi longtemps? Pourquoi y a-t-il toujours autant de combats? Je répondrai assez simplement à cela que l'ONU ne communique pas ou peu sur les succès qu'elle obtient sur le terrain réellement.
Ils passent généralement sous le radar de problèmes sécuritaires qui sont ponctuels et aigus, certes. Et j'ai l'habitude de dire que le bien ne fait pas de bruit. Il est très difficile, in fine, de mesurer dans la présence d'une mission quelle aurait été, sans la présence d'une mission, quelle aurait été l'évolution de certains pays, de certains conflits. Sans la présence d'une unité militaire dans un village, combien de morts supplémentaires aurions-nous eu? C'est vraiment la bonne question qu'il faut se poser. Et en matière de protection civile, j'aime à rappeler que la première responsabilité est celle quand même des autorités politiques du pays. Nous sommes toujours en appui et c'est ce que nous faisons. Alors, a-t-on des marges de progrès? Oui, à l'évidence. Je pense en particulier entre les missions de maintien de la paix et la myriade d'acteurs qui sont présents sur le terrain, institutionnel ou pas. Il n'y a pas de sécurité sans développement et de développement sans sécurité. Ça paraît impensif, mais c'est une réalité. Et c'est, à mon avis, l'effort majeur à poursuivre, le dialogue entre le développement et le maintien de la paix. La plupart des crises ne peuvent se résoudre en l'absence de l'autorité de l'État dans des zones qui sont très reculées et donc abandonnées. Abandonnées à qui? Abandonnées aux groupes armés qui imposent leurs lois. Et pour cela, il faut des infrastructures qui soient à la fois routières, de l'électricité, pour désenclaver les zones soumises à la loi de ces groupes. Et donc à toute la misère qui s'entraîne. Voilà, donc le maintien de la paix est un sujet inépuisable qui reste plus que jamais d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle l'Association française pour les Nations Unies œuvre quotidiennement. Voilà, je vous souhaite donc à tous une belle commémoration de cette journée. À vous, chers camarades, mes casques bleus, déployés dans le monde. Et à vous, je vous remercie de votre attention. Merci, bonne journée.